Bonjour à tous, Monique Ayoun au micro. Bienvenue dans le grand entretien. Mon invité aujourd'hui, c'est Yvan Caldeyrac, artiste aux multiples casquettes, réalisateur, scénariste, écrivain, dramaturge, metteur en scène. 3 spectacles très récemment à l'affiche, une pièce intitulée Glenn, naissance d'un prodige. Elle se joue en ce moment au théâtre Splendide, à Paris. Un film, La dégustation, avec Isabelle Carré et Bernard Campan, film qu'il a réalisé d'après sa propre pièce de théâtre homonyme. Et encore une autre pièce, Les Humains, avec Bernard Campan et Isabelle Gélinas. Bonjour Yvan Caldeyrac. Bonjour. Alors votre parcours m'intrigue, vous écrivez un livre et hop, vous en faites un film, vous montez une pièce de théâtre et hop, vous le portez à l'écran. Vous vous virevoltez, oserais-je dire, du théâtre au cinéma, du cinéma au théâtre avec une aisance déconcertante. Je me suis dit, mais qui est cet homme? Quel est son secret? C'est vrai qu'on est quelques-uns en France à faire ça. Je pense aux auteurs du prénom, à Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacry. On est quelques auteurs, réalisateurs qui travaillons à la fois pour le théâtre et le cinéma. Moi, j'ai aussi écrit un roman qui est Venise n'est pas en Italie, dont j'ai fait un film après. C'est vrai que moi, je suis à la fois un passionné de théâtre et de cinéma. Et Autant oui, j'aime autant l'un que l'autre et j'ai la chance de pouvoir faire les deux. Et c'est vrai que du coup, comme j'ai eu des pièces qui ont été des succès, comme L'étudiante et Monsieur Henri, par exemple, La dégustation, plus récemment, eh bien, la tentation est forte quand on est réalisateur de les adapter après au grand écran. Parce que les pièces, une fois qu'on a fini de les jouer, on ne peut plus les voir, il reste rien en fait. Il reste que le texte. C'est vrai. Alors que les films, il reste. Voilà, moi, j'adore le spectacle vivant parce que c'est un rendez-vous tous les soirs avec les gens. Mais après... Dans ce cas, pourquoi vous ne commencez pas par le film? Parce que c'est plus facile à monter une pièce qu'un film. Ah bon? Oui, oui, même si une pièce, c'est pas facile à monter, ça reste quand même moins d'argent engagé. Et puis, en fait, le spectacle vivant, c'est une sorte de laboratoire. Chaque soir, on peut tester son spectacle et on peut le faire évoluer en fonction des réactions du public. Quand c'est une comédie et qu'on cherche, par exemple, des rires, s'il n'y a pas de rire à un certain endroit, eh bien, on peut réadapter. Et La dégustation, par exemple, ça a été une pièce qui a un peu évolué au fur et à mesure. En plus, j'avais des acteurs comme Isabelle Carré ou Bernard Campan. Vous avez pris les mêmes pour le théâtre et vous n'avez pas changé d'acteur? Non, l'idée, c'était vraiment de faire le film avec la même distribution, ou sinon, on ne le faisait pas. Et c'est vrai que Isabelle Carré et Bernard Campan, sont des acteurs qui sont assez gourmands et qui adorent changer d'un soir à l'autre. Et des acteurs qui se sentent déstabilisés, qui n'aiment pas ça. Eux, ils adorent. Donc, ce qui me permettait de changer des répliques, de faire évoluer un peu la pièce et d'aller chercher plus de rire parfois, plus d'émotion aussi. Et c'est vrai que ce laboratoire que permet le théâtre, c'est très précieux avant de faire un film. On sait que l'histoire, elle fonctionne. On sait que les répliques fonctionnent. Donc c'est comme un brouillon. Non, pas un brouillon, parce que c'était La dégustation, on a eu le Molière de la meilleure comédie, donc je pense que un brouillon c'est pire. Non, c'est un laboratoire, c'est-à-dire que la pièce était déjà très aboutie. Moi, je travaille beaucoup mes textes et je fais énormément de versions avant qu'on commence, mais on peut toujours l'améliorer. Et voilà, on l'a amélioré au fur et à mesure. Et quelle différence il y avait entre le film et la pièce? Il y avait beaucoup de différences? Oui, parce que je voulais pas que ça fasse du théâtre filmé, donc le film s'est ouvert à différents décors. La pièce, elle se passait que chez le caviste, et le film, il se passe dans plein de décors différents. Ah oui. La pièce était racontée sous l'angle du caviste, et on était dans sa cave à vin. Le film est raconté sous l'angle d'Hortense, qui est la personne qui vient dans cette cave à vin pour faire une dégustation, et qui va tomber sous le charme de ce caviste. Et c'est une sorte de comédie romantique de la deuxième chance, parce qu'ils sont plus tout jeunes, ils ont chacun des bagages, et voilà. Alors, je reviens à vous. Je suppose que vous travaillez énormément, que vous êtes hyperactif, ou je me trompe? Un petit peu, oui, c'est vrai. Hyperactif, c'est ça? Et travaillez tout le temps? Je travaille beaucoup, oui. J'aime ça, mais parfois un peu trop. Parfois, j'ai du mal à m'arrêter et à faire des pauses. Et ce qui vous est plus naturel, c'est les mots ou l'image? Votre moyen d'expression le plus naturel, c'est les mots ou l'image? Alors, je dirais que c'est un peu les deux, mais ça part toujours d'un texte. Je commence toujours par écrire, mais parfois j'ai des images qui me viennent assez vite. Mais ça part toujours d'un texte. J'ai commencé à écrire très jeune et d'une intuition. Par exemple, sur la pièce sur Glenn Gould, j'ai eu envie, j'écoutais beaucoup Glenn Gould
J'aime beaucoup sa musique. On va en parler après. On en parle après. Là, on parle de vous. On parle de moi, pardon. Alors, ça vient plutôt par des mots et après les images viennent. D'accord. Et votre état d'esprit quand vous créez, c'est votre moteur, c'est la tristesse, la joie, le désespoir. Vous n'avez pas besoin d'un état d'esprit particulier? Non, moi je suis toujours joyeux quand j'écris ou quand je crée. C'est plutôt la joie, l'état principal dans lequel je travaille. Quand j'écris un texte, j'adore ce que j'écris. Après, en le relisant, je me dis, ah ouais, bon, c'est peut-être pas si bien que ça. Mais au moment où je le fais, c'est l'enthousiasme. Oui, c'est un élan. Voilà, ça me vient et j'ai envie et voilà. C'est formidable. Je suis pas dans la création douloureuse, sauf quand il y en a trop et que je suis débordé, ça peut devenir douloureux. Et quand il y a trop de choses en même temps. Trop de choses en même temps, voilà, c'est un peu mon défaut. Donc ça peut arriver et là, ça peut devenir douloureux parce qu'il y a trop de charges, quoi. Trop de pression. Justement, quand vous avez un petit blocage, quand vous butez sur une pièce ou un scénario, quand vous n'arrivez pas à écrire, ça doit arriver, qu'est-ce qui peut vous redonner l'inspiration? Je sais pas, faire du vélo, écouter de la musique. Alors, j'aime bien écouter de la musique, absolument. J'aime bien faire du sport. Et puis, mais j'ai pas vraiment de blocage. Pour moi, c'est souvent ça jaillit spontanément toujours. Oui, j'ai souvent pas le temps d'écrire tout ce que j'ai dans la tête. C'est formidable. Non, mais c'est pas toujours bien, hein, mais en fait, enfin, ce que je produis. Mais en tout cas, il y a toujours des idées. Et en fait, pour moi, c'est surtout du travail. L'idée, c'est de remettre 100 fois sur son métier, sur l'ouvrage. Oui, je sais plus très bien l'expression. Oui, c'est beaucoup de travail. C'est-à-dire que vous avez des jaillissements spontanés, mais contrairement aux gens qui sont extrêmement doués, qui ont des jaillissements, vous travaillez après beaucoup sur vos jets spontanés. Alors, je ne sais pas si c'est contrairement aux gens qui sont extrêmement doués, hein, parce qu'il y a des gens qui sont très doués et qui travaillent beaucoup. Hein. Oui, il y a des choses qui jaillissent, qui changeront pas, et puis il y a d'autres choses qui effectivement méritent d'être retravaillées, repaufinées. L'écriture, c'est vraiment une discipline. Oui. Tous les grands écrivains travaillent énormément, c'est très long. Et voilà, donc effectivement, il y a des choses qui jaillissent et qui vont être définitives, puis d'autres. Et je parle surtout de narration, de dramaturgie, en fait. Quand on a une phrase qui nous vient ou une réplique cinglante, elle est parfaite, on la garde, mais construire une histoire pour que tous les gens soient embarqués du début jusqu'à la fin, pour qu'ils ne s'ennuient pas. La dramaturgie, voilà. C'est créer un suspense, c'est quoi ? C'est créer déjà une forte empathie avec des personnages. Voilà, on nous parle de personnages, déjà, on se reconnaît en eux, on a envie de suivre leur histoire, on a envie de savoir ce qui va leur arriver, et on est emmené et on est surpris. Je pense que ce qu'on aime en tant que spectateur, c'est... Ça part d'abord du personnage, alors ? Un personnage et une intrigue. Je pense que c'est les deux. Un personnage et un conflit. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Mais déjà, un personnage, un portrait de personnage, ça, c'est très important. Et puis, un conflit, une histoire. Ah oui. C'est les deux. Je pense que les gens... Il y a une leçon, quand j'étais jeune scénariste, mes professeurs nous disaient toujours, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Donc... L'idée, c'est à chaque fois de prendre un personnage dont on a envie de raconter l'histoire et lui faire arriver quelque chose qui va le pousser dans ses retranchements, qui va le faire changer, parce qu'on est tous dans nos propres vies face à des enjeux, des challenges, des choix, des conflits, parfois des souffrances, parfois des frustrations. Et c'est ça qu'on vient chercher, je pense, en tant que spectateur, c'est voir quelqu'un qui, face à ses propres challenges, face à ses propres défis, ses propres frustrations, comment il va s'en sortir, qu'est-ce qu'il va faire lui. Et est-ce que ça peut m'inspirer aussi, moi, dans ma vie ? Est-ce que ça peut me donner de l'espoir ? Est-ce que ça peut me donner... Voilà, je pense qu'on a besoin d'histoire, le monde a toujours besoin d'histoire. Depuis la nuit des temps, les hommes se sont racontés des histoires les uns aux autres. Et je pense que ces histoires, c'est très fort, les histoires. Le patrimoine de l'humanité est constitué de toutes ces histoires. Et ces histoires, elles nous aident à nous construire, elles nous aident à comprendre qui on est. Alors, Glenn Gould se joue en ce moment à Paris, on va en parler. C'est une pièce, justement, avec un personnage très fort, une pièce poignante et drôle. Là, vous êtes l'auteur et le metteur en scène. Et Glenn Gould, donc, ça reste une icône qui fascine encore aujourd'hui. Il est né il y a 90 ans à Toronto. Il est mort il y a 40 ans dans la même ville. Et donc, il demeure l'une des légendes de la musique classique au XXe siècle.
Alors, pourquoi ce personnage vous a-t-il d'abord fasciné? Pourquoi vous avez choisi Glenn Gould pour écrire dessus? Glenn Gould, il y a les gens qui le connaissent et les gens qui le connaissent moins. C'est donc, comme vous l'avez dit, un très très grand pianiste de musique classique qui a été un peu à son époque une sorte de rockstar. C'est-à-dire il a émergé très jeune. À 22 ans, il a enregistré les variations de Goldberg, qui sont des œuvres de Bach, pour clavecin à la base. Et il a enregistré ça avec une vélocité on a pris ça pour du rock and roll. Et il a vendu autant de disques à l'époque que les Beatles. Donc ça a été vraiment un phénomène. Et en plus, à 20 ans, il était incroyablement beau. Il avait un charme fou. C'était un peu James Dean, quand on voit les photos. Et il a eu un destin assez incroyable. Glenn Gould n'était pas juif, mais il avait une mère qui était un peu mère juive. Et le spectacle parle de ça, parle beaucoup de son rapport à sa mère. Oui. C'est l'histoire donc d'une femme qui voulait être concertiste. Et son père ne l'a pas laissé faire, parce qu'à l'époque, son père lui a dit les femmes, ça ne va pas aux quatre coins du monde pour faire des concerts, les femmes, ça reste à la maison. Voilà, c'était cette époque-là, horrible, très dure, où une femme ne pouvait pas aller au bout de ses rêves parce que juste elle était une femme. Et donc, cette femme a reporté tous ses rêves sur son fils. Et comme il s'est révélé très jeune, très doué, elle a eu, raison, je ne sais pas, en tout cas, elle a eu toutes les raisons de le faire. Elle l'a mis au piano à 2 ans et demi. À 6 ans, c'était déjà un virtuose. C'est un peu comme le père de Mozart, quoi. C'est un peu le même genre d'histoire. Mais elle l'a poussé, elle l'a adoré, mais elle allait trop loin aussi là-dedans. C'est une mère abusive. C'est une mère abusive. Qui lui a transmis sa peur de la mort aussi. On voit dans votre pièce. Sa peur de la maladie surtout. La peur de la maladie. Oui, elle a fait un enfant hypocondriaque. Totalement hypocondriaque, un peu autiste. Elle l'a un peu coupé des autres enfants. Et donc ce personnage est assez fascinant. C'était quelqu'un d'Asperger, hypermnésique, avec une mémoire hallucinante. Et qui est devenu très jeune une icône planétaire dans la musique classique, mais même dans la musique en général. Certains aujourd'hui l'ont oublié, mais c'est lui qui a encore à ce jour la plus grande vente de disques classiques du monde. C'est lui qui a vendu le plus de disques classiques. C'est incroyable, oui. Oui, avec les variations de Goldberg, qu'il a réenregistré, c'est assez fascinant, à 49 ans. Il le fait une première version de l'œuvre à 22 ans, il refait une version à 49 ans, qui va faire 15 minutes de plus pour la même œuvre. Donc il revisite totalement. Et ce qui était fascinant avec ce pianiste, c'est qu'il revisitait chaque œuvre qu'il jouait. C'est-à-dire qu'il était capable de ne pas jouer certaines notes, de jouer avec un tempo très différent. Il apportait une interprétation. C'était le contraire de la personne scolaire, quoi. Il était effectivement très fantaisiste. C'est ça, assez facétieux parfois, avec un bon sens de l'humour. Il a une destinée incroyable, et la pièce raconte cette destinée, avec sa cousine Jessie aussi, dont il est amoureux, mais d'une manière platonique, et c'est une sorte d'histoire d'amour très difficile à se mettre en place, et qui va être très très contrarié, par la mère notamment, qui va se mettre entre eux. Et voilà, c'est l'histoire de cet homme au destin à la fois flamboyant et tragique. Et j'ai voulu à la fois mettre beaucoup d'humour dans la pièce, parce que il y a beaucoup d'humour, mais je me suis demandé si vous n'avez pas un peu accentué justement le côté hypocondriaque, qui donne ça obtient un effet comique aussi. Est-ce que vous n'avez pas exagéré ? Non, je ne suis pas du tout exagéré par rapport à toutes les biographies que j'ai pu lire. Alors justement, vous êtes basé sur... il n'a pas écrit de mémoire. Il a beaucoup écrit, pas trop sur sa vie, mais un petit peu. Mais il a écrit beaucoup, c'était un passionné de musicologie, donc il a écrit beaucoup d'œuvres sur la musique. Mais il a écrit quelques notes, mais après il y a plusieurs biographies sur lui. En France et aux États-Unis, il était canadien, Glenn Gould. Donc au Canada, il y a eu plusieurs. Au Canada, c'est vraiment une icône nationale. Et mais vous êtes basé sur ce qu'il a écrit, les biographies, tout ça. C'est ça. J'ai entrecoupé plusieurs œuvres, des livres, la biographie de Kevin Razana notamment, une biographie plus récente qui s'appelle Glenn Gould Genius in Love, parce que longtemps, Glenn Gould n'a jamais affiché aucune relation amoureuse publique. Donc longtemps, on l'a cru célibataire. C'est comme s'il n'avait jamais voulu être infidèle à sa mère publiquement. Et en fait, longtemps après sa mort, 20 ans après sa mort, c'est-à-dire vers les années 2000, des femmes ont commencé à parler, et on a su qu'il n'était pas homosexuel, comme il adorait le laisser supposer aussi, parce qu'il aimait bien. Et qu'il était qu'il avait eu
quelques histoires qui ont toutes été contrariées et pas très longues, mais il a eu des femmes, mais ça, il ne voulait pas le dire. Il ne voulait pas dire. Et avec sa cousine, c'était platonique. C'était platonique, ouais. C'est une relation bouleversante. Oui, c'est très touchant, oui. C'est un grand amour. C'est un grand amour, absolument. Et donc voilà, j'ai entrecoupé différentes biographies, différents documentaires. Et plus je lisais, j'ai écrit la pièce pendant le premier confinement, en fait. Oui. Et plus je lisais, plus je me renseignais, plus j'étais passionné par cette histoire. Il y a des choses incroyables. Glenn Gould, j'ai lu dans une de ses biographies que sa mère dormait une nuit sur deux jusqu'à l'âge de 15 ans. Ah oui. Donc là, je me suis dit, oula, c'est quand même une relation très très bizarre. Confirmée dans une autre biographie. Donc je me suis dit, donc c'est vrai. Et en fait, dans la pièce, il y a 99% des choses qui sont avérées, et en tout cas qui sont des choses qui sont dans différentes biographies, qui sont des infos que j'ai recoupées. J'ai vraiment voulu qu'il y ait quelque chose qui soit le plus fidèle à son histoire possible. Vous brossez le portrait d'un génie, mais celui d'une victime aussi, parce qu'il est complètement étouffé par sa mère. Il est étouffé par sa mère, mais à un moment, il a le choix, quand il devient adulte, de s'en libérer, de s'en affranchir, et il n'y arrive pas. Et c'est ça qui est bouleversant. Mais je pense qu'effectivement, pendant toute son enfance, il est victime, mais une fois adulte, des gens lui disent qu'il est trop sous le joug de sa mère, mais il n'arrive pas à s'en libérer, mais il a le choix de le faire. C'est à quel moment le choix ? Notamment quand Jessie lui dit votre mère vous empêche, quand il veut arrêter les concerts, parce que voilà. Là, mais il a choisi d'arrêter les concerts. Il a choisi malgré tout de s'opposer à sa mère en arrêtant les concerts, mais il ne s'oppose jamais vraiment totalement, frontalement. Pas jusqu'au bout. Non, il ne va pas jusqu'au bout de sa libération en tant qu'homme. La preuve, c'est qu'il n'ose jamais avouer s'installer publiquement avec une femme de peur de déplaire à sa mère. Donc c'est quelqu'un de très tragique. Oui, c'est tragicomique, effectivement. Tragicomique, oui. Ouais, c'est ça. Mais oui, ça rit beaucoup. Oui. C'est un destin incroyable. Hein. C'était un personnage totalement fascinant. Il avait tout un tas de tocs avant de jouer. Et puis, voilà, dans la pièce, il y a beaucoup de moments de piano aussi. Et voilà, l'un des grands attraits de votre pièce, c'est bien sûr la musique, puisqu'on réécoute avec plaisir les fameuses variations Goldberg, et qu'il jouait en fredonnant, ce qui énervait les puristes. Mais qui enchantait les gens qui aiment la fantaisie. Mais pourquoi est-ce qu'il fredonnait ? Il pouvait pas s'en empêcher, et c'était comme sa manière de vivre la musique, parce que c'est vrai que Glenn Gould, quand il joue, il est totalement habité par ce qu'il joue. C'est sa manière d'être vivant. Il le dit dans la pièce. Il dit, il y a certains pianistes, quand ils jouent, on dirait qu'ils sont morts, que c'est des robots. Et moi, pour moi, l'art, c'est la gloire d'être en vie. Et je suis en vie, donc je chante, je fais des bruits, je fais des grincements. C'est la vie. Ah oui, c'est extraordinaire. Et pour lui, c'était ça, c'était la vie, et si ça lui venait, ça lui venait. Et vous avez choisi un comédien extraordinaire qui l'incarne, Thomas Gendronneau, absolument. Et qui est vraiment habité. Vraiment. Ah oui, il réalise une performance exceptionnelle parce qu'il joue de la musique, et il balaye il joue pas vraiment. Il joue vraiment. Oh. Il joue vraiment. C'est il lui joue qui vraiment. Oui, c'est lui qui joue sur scène. C'est un tour de force quand même de jouer Glenn. Je pensais que c'était un enregistrement. Alors, il y a une ou deux fois où ce sont des enregistrements, mais les fois où il est au piano en train de jouer, c'est lui qui joue. Alors, il joue pas aussi bien que Glenn Gould, évidemment, mais il joue très bien. Et puis, la pièce, elle va de ses 13 ans jusqu'à ses 49-50 ans. Oui. Donc, il balaye toute la vie d'un homme, on le vieillit sur scène, et tout dans la gestuelle, on a dû travailler ça, la jeunesse et puis le vieillissement progressif. Donc, c'est tout un parcours, et d'ailleurs, il sort de scène épuisé. Ah oui. Et vous avez fait comment pour le trouver par audition, comme le reste de la distribution. Des castings, c'est ça ? Oui, par audition. Ouais. En fait, je l'avais vu jouer sur scène dans un autre spectacle. Vous savez, dans un casting, qui va pouvoir incarner le personnage ? C'est pas facile quand même. Ça fait partie de mon métier. C'est vrai que je suis là pour choisir l'acteur qui me semblera le meilleur. Mais vous le savez tout de suite ou il faut... C'est souvent une évidence, oui. Enfin, on cherche l'évidence en tout cas. Parfois, on la trouve pas et du coup, on hésite. Mais c'est vrai qu'en casting... Et lui, c'était une évidence ? Lui, ça a été une évidence. Ah oui. Ouais.
Mais il n'y a pas que lui, hein, ils sont 6 dans la distribution. Oui. Je tiens à le rappeler parce que vrai. C'est pas du tout un seul en scène. Oui, c'est une très belle troupe. Il y a sa mère, Josiane Stoléru, qui est incroyable. Son père, Bernard Malaca, acteur magnifique aussi. Lison Pennette qui joue sa cousine. Jessie, avec laquelle il a une relation incroyable. Puis il y a aussi Benoît Tachoir et Stéphane Rouge, qui a tous les cités, qui sont merveilleux aussi et qui apportent à la fois de l'humour. Vous avez l'esprit d'équipe, c'est bien. Oui, parce que le théâtre, c'est ça. C'est une troupe. Tous les soirs, on est là. Avant la pièce, on se réunit, on fait une sorte de hug, on se fait un cercle, on se prend par les... Voilà, et on se souhaite bonne chance pour la Voilà, donc on est vraiment, on vit ensemble, quoi. Le théâtre, c'est vraiment le cinéma. Quand je fais des films, c'est vrai que c'est une période assez courte. Et puis tout le monde n'est pas forcément là tous les mêmes jours et on convoque les acteurs que ceux qui vont jouer. Alors que là, tandis que là, tout le monde est là tout le temps. Ouais. Et je voulais vous demander si vous aviez des affinités personnelles avec Glenn Gould. Est-ce que vous êtes identifié à lui par exemple, le rapport fusionnel avec sa mère, est-ce que vous avez vécu quelque chose qui ressemble à ça? Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de résonance avec ma vie, parce que moi, mes parents, alors évidemment, je ne suis pas Glenn Gould, mais mes parents, effectivement, m'ont beaucoup poussé et m'ont mis à l'école de manière très prématurée. Je suis entré en primaire à 4 ans et demi. Ah oui. J'ai eu mon bac à 16 ans. Ils ont vraiment voulu faire de moi un champion. Voilà. Oui. Et ma mère, je pense qu'elle n'a pas pu... Vous avez eu une pression familiale énorme. Ouais, c'est bien ce que j'ai compris. Énorme. J'en parle d'ailleurs dans Venise n'est pas en Italie, parce que ça raconte une période de ma vie où mes parents m'ont teint les cheveux en blond parce qu'ils me trouvaient plus beau comme ça. C'est vous. Voilà, c'est moi. Je n'avais pas pensé que ça pouvait être vous. C'est moi. Mes parents m'ont vraiment teint les cheveux en blond et comme ils m'avaient convaincu que j'étais plus beau comme ça, je les laissais faire. Donc, mais en même temps, j'avais un peu honte d'être décoloré. Vous étiez très originaux pour faire ça. Très fantastique, oui. Oui, je pensais que c'était des parents traditionnels. Non, ils étaient à la fois originaux, fantastiques, et en même temps mettaient une énorme pression, effectivement, sur mes épaules. Ma mère, je pense. Strict. Oui, strict sur certains points, pas du tout sur d'autres. Mais ma mère, je pense que c'est quelqu'un qu'on n'a pas laissé faire, à qui on n'a pas laissé faire les études qu'il aurait aimé faire. Et donc, qui a transféré sur vous je crois. Ses ambitions. Beaucoup, ouais. Alors justement, je voulais vous dire ce que j'ai trouvé. Vous êtes né à Montargis dans le Loiret. Après votre bac... Pas du tout, je suis né à Paris. Oh, c'est mauvais. Pas du tout, je suis né à Paris. Je suis né dans le 9e, pas très loin d'ici d'ailleurs. Ah bon, vous êtes né à Paris. Oui. D'accord. Alors, et après, j'ai vécu à Montargis à partir de l'âge de 8 ans. Ah, il y avait quelque chose de vrai J'ai quand même passé un certain temps à Montargis. D'accord. Ouais. Alors, après votre bac, j'espère que c'est juste, vous avez fait des études de mathématiques? Oui, absolument. Voilà. Et vous avez obtenu, poussé par mes parents. Voilà, une maîtrise de mathématiques, oui. Puis un DESS de droit et gestion. Donc, de l'audiovisuel. Oui, effectivement, d'audiovisuel. Donc, c'est vos parents qui vous ont poussé à faire ces études? Ah oui. Mais vous, en même temps, vous dites qu'ils sont fantasques, donc ils auraient dû accepter d'avoir un fils artiste. Alors, fantasque ne veut pas dire forcément souple ou ouvert. Fantasque veut juste dire un peu fou, quoi. Donc, je pense que... originaux, parce que c'est des gens qui sont hors cadre, mais pour autant, oui, il y avait des grosses névroses dans ma famille. Il faisait quoi, votre parent, votre père? Alors, mon père, il était représentant de commerce au départ, et puis après, il a créé une société de serrurerie. Et ma mère l'a aidé, donc ils ont tenu cette société de serrurerie à Paris, dans le 11e. Ça, c'est très sérieux. C'est très sérieux, non, mais c'est des gens qui ont... C'est des gens qui travaillent. Voilà, mon père est pied noir, il est né en Algérie, il est arrivé en 62, donc c'est quelqu'un de déraciné et qui a dû arriver à 20 ans en 62, il est de 42, tout recréer. Et donc, et sa mère était bijoutière sur une place principale d'Oran, donc il a appris très tôt à vendre et le commerce, donc il a commencé comme ça dans la vente et puis après il a créé sa propre affaire. Mais donc c'est des gens qui ont beaucoup travaillé pour s'en sortir. Et qui, voilà. Ils ont peut-être donné aussi le goût du travail, qui ils ont éduqué comme ça. Oui, le goût, en tout cas, pas le choix, quoi. Pas le choix, d'accord. Voilà, mais oui, ils avaient une certaine... à la fois, ils étaient originaux et très drôles, et en même temps, parfois, très, très durs. Oui, c'est paradoxal. Très, très dur, oui. C'est paradoxal. Beaucoup de paradoxes, oui. Et à quel moment vous êtes opposé à eux en disant, moi, c'est pas ça, c'est pas ces études-là que je veux faire du théâtre? À quel moment? Du théâtre et du cinéma. J'ai pris mon temps quand même. Ça a été vers 22, 23 ans que je leur ai dit ça. Et ça va.
Oui, C'est pas à 40 ans. Oui, heureusement, c'était pas trop tard. Mais et là, ils m'ont dit, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Bon tu fais ce que déçus. Ils étaient très déçus parce qu'ils rêvaient que je sois ingénieur ou prof de maths. Oui. Pour eux, les métiers sérieux, c'était ça. Et nous, on n'est pas du tout une famille d'artistes. Donc, même pour moi, je me suis mis longtemps à m'autoriser à oser faire ça. Parce que je connaissais personne, parce que ça me semblait impossible. Comment ça vous est venu alors de vouloir faire du théâtre à 22 ans? Qu'est-ce que ça vous est venu? Vous avez rencontré quelqu'un? Comment ça s'est passé? Oui, moi j'ai toujours adoré ça. Moi j'ai toujours été passionné de théâtre et de cinéma dès l'enfance. Mais si vos parents vous amenaient pas au théâtre, si, au cinéma... ils nous emmenaient. Ils nous emmenaient. Mais comme un loisir, pas comme un travail. Oui, mais quand même. Étiez, non, il y avait une ouverture artistique. Pas en dehors de toute culture. Ah, pas du tout, du tout. C'est des gens cultivés. C'est des gens cultivés et curieux. Qui avait des livres à la maison? Oui, beaucoup de livres. Oui, parce que mon père, il a commencé par vendre des livres. Il vendait des livres d'art au début. Donc, il y avait beaucoup de livres à la maison. Oui. Et c'est des gens cultivés, curieux surtout. Et capables d'aller dans une toute petite salle voir un spectacle improbable, comme d'aller dans une... Oui, ils n'ont pas de... C'est une de leurs grandes qualités. Hein. Ils n'ont pas d'a priori, mes parents. Mais bon, après, ils ont d'autres défauts, par contre. Oui, donc vous êtes né dans un milieu cultivé, vous appréciez les livres, les films de bonheur. Oui, voilà. Et moi j'allais beaucoup au cinéma, je collectionnais les fiches des films et je lisais toutes les revues de cinéma possibles et donc imaginables. Petit, vous rêviez déjà d'être, je sais pas, à 8-10 ans, vous rêviez déjà d'être réalisateur? Non, j'en rêvais pas parce que ça me semblait pas possible en fait. Ça me semblait pas une option. Qu'est-ce que vous vouliez faire plus tard? Je savais pas. Tout petit, je voulais être astronaute. Et puis après, je ne savais pas en fait. Et puis mes parents, ils me disaient voilà, pour réussir ta vie, il faut que tu aies la sécurité de l'emploi, faut que tu fasses des études. À l'époque, c'était les maths. Si on était bon en classe, fallait faire des maths. Donc tu fais des maths. Et moi, j'étais littéraire. Moi, j'écrivais des nouvelles tout seul le soir. Mais pour moi, la vie, c'était faire un truc qu'on n'aime pas la journée et puis faire ce qu'on aime le soir et le week-end. Est-ce que enfant, vous étiez malheureux? Est-ce que c'est une enfance est-ce que c'est une enfance malheureuse? Oui, c'est pas une enfance heureuse en tout cas. Ça a été une enfance assez dure parce que je n'étais pas du tout été accueilli tel que j'étais. On a vraiment voulu que je sois quelqu'un d'autre. Oui. Donc ça a été une souffrance. Après, mes parents ont fait du mieux qu'ils ont pu. Hein. Mais ça a été une enfance, assez, quand même souvent un peu difficile parce que j'étais pas du tout... j'étais pas du tout accueilli tel que j'étais. Et moi, j'étais un littéraire, il voulait absolument que je fasse des maths. Et il me forçait à en faire. Ça a été un drame quand vous avez abandonné les mathématiques? Ils ont été très déçus. Et ce qui est drôle, c'est qu'après, quand j'ai commencé à faire des films, quand j'ai commencé à faire des pièces, j'étais nommé au César, tout ça. Ils étaient fiers, là. Ils ont dit, vous savez ce qu'ils ont dit? Non. Ils se sont dit, c'est grâce à nous. C'est gonflé, hein. Ah oui, mais ils sont gonflés. Hein. C'est gonflé, oui. Voilà, ils m'avaient un peu forcé à faire toute autre chose, mais pour eux, c'est grâce à eux, parce que voilà. Oui, parce qu'ils vous ont mis au monde. Voilà, donc d'une certaine manière, mais voilà, c'est drôle et tragique à la fois. Indirecte. Ah oui. Et vous avez quand même de bonnes relations avec eux? C'est compliqué. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple parce qu'ils sont toujours durs, en fait. Et ah oui, toujours. Ouais, ça n'a pas changé. Ouais, ils sont toujours durs et pas simple. C'est pas simple. Alors, y a-t-il... Mais je les aime beaucoup, bien sûr, mais c'est pas simple. Et surtout s'ils écoutent. Y a-t-il un livre ou plusieurs qui vous auraient guidé dans votre adolescence? Oui, je me souviens d'un choc, c'est quand j'ai lu La vie devant soi de Romain Gary. Ça m'a vraiment beaucoup plu parce que soudainement je découvrais une langue, je découvrais qu'on pouvait écrire sans faire des... J'avais évidemment lu à l'école tous les classiques, Balzac, Stendhal, que j'avais trouvé un peu ennuyeux à l'époque. Aujourd'hui, c'est avec le recul, je me rends compte de la qualité de ses œuvres, mais à l'époque, quand on a 12-13 ans, Le Rouge et le Noir, et puis soudain, je lis Romain Gary. Alors là, je n'arrive pas à poser le livre. C'est un langage, c'est un humour. Ce que j'adore chez Romain Gary, c'est l'humour dans le drame. Et c'était assez juif d'ailleurs. C'est vrai. Et moi, ça me parle totalement. Et ça a été un bouleversement quand j'ai lu ça. Après, un peu plus vieux, j'ai adoré Hermann Hesse.
notamment Le Loup des Steppes, Siddhartha, Démian. Vraiment, ça, ce sont des romans que j'ai Alors, adorés. Le Loup des Steppes, pourquoi? C'est l'histoire d'un homme tiraillé entre deux personnalités, l'une très solitaire et l'autre très sociale. Est-ce que c'est ce que ça vous ressemblait? Oui, c'est ça? absolument. C'était un peu vous? Ah ouais. Absolument. Oh, je pense que c'est un peu chacun de nous. De toute façon, on a tous un moi social et puis Oui, où on cherche à s'adapter. plus ou moins contrasté. Plus oui. ou moins contrasté. Et puis une intimité qu'on a du mal à livrer parce qu'on a peur d'être fragile, parce qu'on a peur d'être jugé. Et c'est vrai qu'Hermann Hesse, j'adore son écriture. Et ce sont toujours des romans assez initiatiques avec beaucoup de spiritualité à l'intérieur, mais une spiritualité qui est très large, qui embrasse toutes les religions quelque part, qui est pas dogmatique. Et moi, c'est ce que j'apprécie chez lui. Mais oui. Et vous m'avez cité aussi le livre de ma mère, de Albert Cohen. Ouais, Donc magnifique c'est aussi livre. le rapport fusionnel Bien sûr. mère-fils Oui, qui se retrouve d'ailleurs dans Glenn, dans Naissance Glenn, d'un dans prodige. Glenn Gould, oui. Oui, c'est un roman, je crois que c'est un roman fabuleux d'amour pour sa mère, parce que même si mes parents étaient durs, je les ai adorés en fait. Et je les aime toujours. Et réciproquement? Et ça faudrait leur poser la question. Ah, vous n'êtes pas sûr? Non, c'est pas toujours aussi clair que ça. Votre mère, vous savez pas si elle vous aime? Bien sûr qu'elle m'aime d'une certaine manière, mais C'est marrant de dire ça. mais pour d'autres choses, je me suis pas toujours senti compris et Oui. accueilli. Donc tout se dépend de ce qu'on met derrière le mot Parfois, amour. compris et aimer, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, aimer, c'est aussi la charge d'amour, d'affection qu'elle pourrait donner, même sans vous comprendre. Alors ma mère n'était pas du tout une mère juive, elle n'était pas très câline, elle n'était pas très donc j'ai pas mon père lui il a des origines méditerranéennes, voilà, Plus démonstratif. plus démonstratif, mais ma mère c'était quelqu'un de plus froid, donc parfois j'ai eu un déficit. Voilà, de ça, oui. mais bon. Et ce rapport grandit avec- fusionnel quand même? Vous avez eu un rapport fusionnel avec elle quand même? Ah je crois que tous les enfants dans leur stade de développement traversent un stade fusionnel. Hein. Oui. Freud nous l'a appris, Jung nous l'a confirmé, et voilà. Oui, mais par exemple, dans Glenn Gould, il s'en défait jamais. Ah oui, non, moi non, hein, je ne suis pas Glenn Gould. Dieu merci d'ailleurs. Ah oui. Alors, je vous ai demandé quels sont les films qui ont plus compté pour vous, et vous m'avez cité des films, Sergio Leone, Woody Allen, Godard, ils n'ont rien à voir, donc vos goûts sont vraiment très éclectiques. Oui, absolument, c'est vrai que je suis un Très, grand très passionné de différent. cinéma, et j'ai été très marqué par les films de Sergio Leone jeune, parce que il y avait un souffle, il y avait la musique d'Ennio Morricone, et puis des personnages incroyables. Mais j'adore aussi, effectivement, ça c'est quand j'ai commencé mes études de cinéma, j'ai vu Le Mépris de Godard, et là ça m'a Ah oui. ébloui. C'est un film qui m'a complètement marqué, qui est pour moi une œuvre d'art à part entière. Mais j'adore aussi Woody Allen, un de mes films préférés, c'est Le Goût des autres, avec Daniel Jaoui et Jean-Pierre Bacri, enfin coécrit par Jean-Pierre Bacri. J'adore le cinéma français, j'ai grandi avec les films de Luc Besson, que j'ai beaucoup aimé à l'époque. C'est très différent tout Oui, ça, oui. moi j'ai pas Comédie, drame. Oui, et puis ça peut être des films très arty. Moi, je vais aussi bien voir des films de cinéma à essai que des films grand public, des comédies. J'ai pas de... Oui, quand ça me bien, moi, c'est mon indicateur, c'est le plaisir, et est-ce que ça me nourrit, est-ce que ça me fait vivre quelque chose. On écoute une musique que vous avez choisie. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about your forefathers. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson.
Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Nous sommes en compagnie d'Yvan Calbeyrac. Yvan Calbeyrac, je vous ai demandé quelles sont les musiques qui ont marqué votre adolescence et vous avez choisi la musique Mrs. Robinson. Qu'est-ce que cette musique vous rappelle ? Alors, Mrs. Robinson, c'était déjà un peu vieux quand j'étais adolescent. Hein. C'était pas une musique qui est sortie à ce moment-là, mais ça me rappelle Votre enfance, plutôt. Oui, mon enfance, ça me rappelle ma prof d'anglais, en fait. J'avais une prof d'anglais qui nous avait fait étudier cette chanson, et cette prof, elle animait une radio locale à Montargis. Et elle m'avait proposé de faire les chroniques cinéma dans cette radio. Et vous étiez amoureux d'elle ? Non, je l'aimais bien, mais j'étais pas amoureux, je crois pas. Non, je vous dis ça parce que Mrs. Robinson, c'est vrai l'histoire d'un adolescent. Absolument. Avec, Non, alors, franchement, j'avais adoré le lauréat, mais ça raconte pas, enfin, moi, c'est pas par rapport à ce que racontent les chansons, c'est plutôt cette chanson qui a marqué ce moment-là et la chance de pouvoir faire de la radio. J'adore la radio, je trouve que c'est un média magnifique. Ah oui. Et, on est ravis de vous accueillir ici. C'est gentil. Oui. Et voilà, et je faisais des chroniques cinéma à l'époque dans une radio et j'avais 13-14 ans. Voilà, et c'était merveilleux pour moi de pouvoir faire ça. Alors on écoute une autre musique. Words. Alors cette musique, elle vous rappelle des souvenirs ? Ah ouais, c'est toute mon enfance, c'est vrai. C'est les premières booms. C'est vraiment très années 80. J'ai grandi dans les années 80 et à Paris donc. Après, j'étais à Montargis. Au tout début à Paris, effectivement, et puis après à Montargis. Oui, ça me rappelle plein de souvenirs de une époque un peu plus insouciante que celle d'aujourd'hui, je dois dire. Oui. Oui, il y avait une forme de douceur de vivre. Et puis, je sais pas, cette chanson, oui, c'est une sorte de Madeleine de Proust. Moi, elle me bouleverse. Simon & Garfunkel, la précédente, je l'ai mise dans Glenn Gould parce que pendant les années 70. Mais celle-là, non, elle est Et pas. dans Glenn Gould, vous avez aussi mis les Beatles. Oui, si je me souviens absolument, bien. parce que Glenn se comparait souvent aux Beatles. Et j'aime beaucoup les Beatles. J'ai beaucoup écouté à une époque, moins maintenant, mais ça aurait pu être dans la playlist que je vous ai proposée. Alors ici, on parle des premières fois. Alors je voulais que vous parliez de vos premiers écrits. La première fois que vous avez écrit un texte, c'était quel genre ? Un roman, du théâtre ? Qu'est-ce que c'était ? C'était un poème. J'ai commencé par écrire des poèmes, en fait. Oui. Oui, j'ai écrit beaucoup de poèmes entre 10 et 16 ans. J'écrivais... Vous vous en souvenez ? Vous pouvez en dire un ? Ah non, je m'en souviens, mais c'était pas de la très bonne poésie, donc j'épargnerai vos auditeurs. Mais oui, j'écrivais beaucoup des poèmes. À quel âge alors ? Je vous dis j'ai commencé à 10-12 ans et j'en écrivais beaucoup. Hein, j'en ai écrit plein. Je les ai encore d'ailleurs. Je m'attendais à ce que ce soit une pièce. Non, j'ai commencé par des poèmes, puis après des nouvelles. Après, j'ai écrit des nouvelles. Et puis après, j'ai écrit un premier roman à 20 ans. Qui n'est pas Venise. Non, qui a failli être publié à l'époque. Il y avait Françoise Verny qui était une grande agent littéraire, une grande éditrice, oui. Grande éditrice qui l'avait beaucoup aimé. Et puis finalement, ça s'est pas fait parce qu'elle est décédée. Et à ce moment-là. Ouais. Oui, peu de temps après. Et puis finalement, Grasset, elle était chez Grasset à l'époque, l'a pas retenue. Mais ce qui est marrant, c'est que 20 ans plus tard, une éditrice de chez Flammarion, après, en sortant de l'étudiant et Monsieur Henry, m'a dit « Ah, mais vous n'avez pas envie d'écrire un roman ?» Je lui ai dit « Mais c'est mon premier rêve de jeunesse d'écrire un roman. » Et donc, c'est comme ça que j'ai écrit « Venise n'est pas en Italie ». Et ce premier roman, il parlait de quoi ? Ça s'appelle Paris-Rome, en fait. Et c'est une histoire assez touchante. C'est l'histoire d'un homme qui n'a jamais connu son père
Et c'était le cas de mon père, en fait. Ça raconte un peu l'histoire de ma votre famille. père. Oui, mon père n'a jamais connu son père. Et là, c'était l'histoire d'une femme qui envoyait 2 billets de train à 2 personnes, dont l'un était le père et l'autre le fils qui ne se connaissaient pas. Et elle les mettait l'un en face de l'autre dans un train pour Rome, pour voir s'ils allaient faire connaissance, pour voir s'ils allaient se reconnaître. Et voilà, c'était cette histoire-là. C'est une belle histoire. Oui, oui, peut-être je retravaillerai le roman et j'essaierai de le Votre publier. père d'Algérie, vous avez eu envie de creuser un peu, de l'interview. Enfin, vous connaissez d'aller en Algérie, de connaître ses origines. Moi, j'aimerais bien, surtout que maintenant je sais que c'est possible, mais lui n'a jamais voulu retourner là-bas. Lui, il n'a jamais retourné. Ouais, il a Il vraiment était déchiré par... Ouais, mon père, je crois, il avait vécu très heureux à Oran, jusqu'à l'âge de 20 ans. Et comme c'est plein de gens ne veulent plus jamais. C'est ça. revoir. Et il ne veut pas y retourner. Moi, j'aurais bien aimé l'accompagner. Je sais que Stéphanie Murat, elle a accompagné son père, Bernard Murat, qui est un grand metteur en scène de Ah théâtre. oui. Elle a écrit Oui. un bouquin qui s'appelle 3 jours à Oran. Et c'est l'histoire de ce voyage. 3 jours à Oran, oui. Voilà. Je crois que c'est elle qui a écrit ça. C'est pas Nicole Garcia. Non, je dis des bêtises. Alors, je sais plus. Nicole Garcia, elle a écrit quelque chose sur Oran, mais Non, c'est pas Nicole mais non, Garcia. ça s'appelait Un balcon sur la mer. Oui. Non. En tout cas, je 3 jours à Oran, crois que c'est oui. cette histoire, mais je ne suis plus sûr que ce soit Stéphanie Murat. Bon, bref. Et voilà, quand j'ai lu ce livre... Ah non, bon, bref, je confonds. Faudra vérifier. Mais en tout cas, oui, j'aurais bien aimé l'accompagner. Mais c'est un voyage qu'il n'a pas du tout envie de faire. Et maintenant, il commence à être assez vieux. Donc, s'il ne le fait pas maintenant, il ne le fera jamais. Mais non, ça a été vraiment un déracinement total et une blessure à jamais ouverte, je crois. Et vous, quel est le plus grand tournant de votre vie? Le plus grand tournant de ma vie, ça c'est difficile à dire. Je pense que c'est quand j'ai rencontré quelqu'un qui était en fac de cinéma et moi je ne savais pas que ça existait. J'étais en fac de maths et c'est comme s'il m'avait dit qu'il était en fac de vacances. Tellement moi je ne savais pas que c'était possible d'étudier le cinéma à l'époque. Moi je pensais qu'on étudiait la médecine, le droit et les maths et la littérature, mais pas le cinéma. Et là je me suis inscrit au début juste pour le plaisir. Et juste pour... voilà, et peu à peu, en mettant le doigt là-dedans, je me suis peu à peu autorisé. Et moi, quand j'ai commencé à aller à des cours de cinéma, mais... C'était une passion, quoi. Mais j'ai l'impression de revivre. Soudainement, un prof me parlait de quelque chose qui m'intéressait, ce qui n'avait jamais été le cas. Les mathématiques, il y a un contraste extraordinaire. Quand on lit votre biographie, les mathématiques, on est surpris. Ouais. Mais alors, j'étais bon en maths, donc voilà, j'en faisais et j'avais un petit plaisir à réussir là-dedans, mais je n'aimais pas du tout ça. Je n'aimais pas du tout ça. Je n'en ai jamais refait depuis. Ah oui. Et alors, vous avez été comédien pendant plusieurs... En fait, vous avez commencé par être comédien. J'ai été élève comédien, plusieurs années. Oui, parce que j'avais pas l'ambition de devenir acteur, mais j'aimais bien ça. J'aimais bien jouer la comédie. D'abord dans une troupe de théâtre amateur qu'un ami avait créée, dans laquelle je suis entré. On a joué au théâtre Trévise, ça s'appelait la troupe des bords de Seine. C'est la troupe que vous aimez. Ouais. Et puis jouer, non, j'aime beaucoup jouer. Oui, j'aime bien. Vous avez arrêté là, vous jouez plus? Non, ça fait longtemps que je joue plus. Je joue un peu quand je présente mes films aux avant-premières. J'essaie de faire un petit, pas le show, mais en tout cas, j'aime bien ça. Mais non, j'ai arrêté assez vite parce que j'avais plus envie de diriger et d'écrire que de jouer vraiment. Mais j'ai été élève comédien au Théâtre de la Main d'Or à l'époque, à l'école de la Belle de Mai, avec Jean-Christian Greenwald, avec Joël Pomera. Joël Pomera, qui a été un de mes profs, qui est devenu très célèbre, très grand metteur en scène de théâtre, que j'adore. Mais vous n'avez pas fait d'école de... Vous avez fait une école de théâtre, mais pas de cinéma. J'ai fait la fac de cinéma. La fac de cinéma, d'accord. J'étais à Sancier, de Banton. Parce que comment vous avez appris à être réalisateur Enfin, vous vous êtes lancé comme ça en autodidacte? Oui, beaucoup. Pour être réalisateur? Beaucoup, oui, en faisant des premiers courts-métrages et en essayant, en faisant des erreurs et en continuant. Alors, comme le temps tourne, là, je passe, vous avez 30 ans, vous faites votre premier long-métrage, un film qui s'intitule Irène. Oui. Donc, votre premier long-métrage révèle Cécile de France. Oui, alors, pas que moi, parce qu'elle avait fait en même temps L'Auberge espagnole, donc ça a été vraiment l'année Cécile de France. Les 2 films sont sortis à peu près en même temps, et effectivement, elle était
merveilleuse, Cécile. Et le film a eu un joli succès, Irène, et on a été nommé au César du meilleur premier film. Ah oui. Et ça m'a permis vraiment de... Votre premier film, donc, a eu un César, c'est extraordinaire. Non, une nomination. Une nomination, mais d'accord. c'était déjà énorme parce que moi qui venais de nulle part, là j'avais l'impression d'être un peu accueilli dans la famille du cinéma. Ah oui, et puis le scénario avec Eric Assous. Oui. Ben, en fait, c'est lui qui est venu vers vous. Comment vous Non, êtes non, rentré c'est moi. Moi, j'avais écrit un premier scénario. D'Irène, ouais, voilà, j'avais écrit cette histoire, mais le producteur trouvait que ça méritait encore d'être retravaillé et que j'avais besoin d'un auteur un peu plus confirmé pour m'aider. Et j'ai rencontré Eric Assous, qui est un merveilleux auteur de théâtre, qui a disparu il y a pas longtemps, là. Et Eric, c'est un homme délicieux et il m'a aidé un peu à retravailler le scénario et lui donner un petit peu... Vous aviez beaucoup d'écart, vous étiez tout jeune. Oui, il était plus vieux, plus confirmé. Ça s'est bien passé, l'écriture à quatre mains. Super. Eric, c'était quelqu'un avec qui c'était très facile de travailler. Oui, c'était il y a longtemps déjà, mais le film a vraiment reçu un accueil merveilleux. Ça m'a vraiment permis d'entrer dans le monde du cinéma. Alors, Venise n'est pas en Italie. C'est d'abord un livre. C'est vous ça. avez d'abord écrit le livre, je ne comprends pas très bien. Et après, vous en faites une pièce, et après, vous en faites un film. Alors, la chose, je ne comprends pas pourquoi chercher toujours une autre forme pour la même histoire. Est-ce que vous étiez insatisfait du livre Ah non. Alors le livre, je suis très très satisfait de ce livre. J'ai vraiment adoré écrire ce livre et c'est pareil, il a reçu un accueil génial. On en a vendu 200 000 exemplaires, ça a été incroyable. Et en fait, le soir de la soirée de lancement du livre, en fait, un comédien avait lu des extraits. Ah oui. Et en fait, c'était Thomas Oliveres et c'était tellement bien que tout le monde nous a dit mais faites une pièce. Donc on en a fait un seul en scène, c'était pas du tout prévu. Un seul en scène. Voilà, c'était un seul en scène. Pourtant, moi, j'imagine pas quand j'ai vu le film un seul en scène. Ah, mais c'était génial. D'ailleurs, on a aussi été nommé au Molière pour ce seul en scène. Et puis après, moi, comme je fais du cinéma et que je vois des images, et ben oui, j'ai eu envie de l'adapter au cinéma avec mes producteurs habituels, Mandarin, que je salue, que j'aime beaucoup. Et comme en plus Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton ont eu envie de rejoindre cette aventure, moi ça a été incroyable, c'était une aventure On a incroyable. l'impression que c'est tout facile, non, que tout s'enchaîne. Pas facile. On a l'impression d'une aisance extraordinaire. Non, tout ça c'est un long chemin. C'est un long chemin, oui. Un long chemin. Mais Venise n'est pas en Italie, ça a été un petit peu quand même... Oui, une aventure un peu bénie parce que les choses se sont enchaînées quand même. Et le livre a eu beaucoup de succès, le seul en scène aussi et le film aussi. Donc ça a été vraiment très très joyeux. Mais vous avez commencé par le roman là. Oui, l'idée c'était vraiment d'écrire un roman et un peu autobiographique. En partie, oui, en partie. Un mélange avec la famille déjantée. Voilà, un mélange de choses vraies. Et c'est un roman qui mélange à la fois humour et émotion. Oui. Et un lointain parent, sans se comparer, de Romain Gary, voilà, influencé par le Romain Gary, par L'Attrape-Cœur aussi de Salinger, voilà, de romans qui m'ont beaucoup marqué. Et voilà, c'est un roman d'adolescence, mais dans lequel certains lecteurs me disaient on éclate de rire en le lisant, voilà. Alors bon, c'est bientôt le moment de nous quitter. J'ai pas eu le temps de parler de vos projets. La prochaine fois, vous revenez avec plaisir. Je vous remercie, Yvan Calbeyrac, d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Je recommande à nos auditeurs d'aller voir cette excellente pièce que j'ai adorée, Glenn, naissance d'un prodige, donc au Théâtre Splendide à Paris. Au Théâtre du Splendide, c'est ça. Au Théâtre du Splendide, qui se joue jusqu'à fin juin, tous les soirs, du mardi au dimanche, et en après-midi, le samedi et le dimanche. Alors... pour conclure, voici mes chroniques théâtre. Il y en a 2. Et je vous recommande d'abord chaleureusement le spectacle de Hector Obalk. Cet homme, c'est un phénomène. Son spectacle s'intitule L'histoire de la peinture en moins de 2 heures. Et il tient à la fois de la performance d'acteur, d'érudit et d'humoriste. Il désacralise l'art pour le mettre au niveau de tout un chacun. Accompagné par un violoniste et d'un violoncelliste, c'est bien lui, le soliste. Sur grand écran, il va du général des mouvements artistiques à l'analyse critique d'une toile particulière. Il retrace 2000 ans de peinture et parvient à captiver pendant près de 2 heures un public de néophytes. Un public étonnamment nombreux et enthousiaste. Sur un sujet aussi élitiste qu'est l'histoire de l'art, il surprend son auditoire, c'est un tour de force. Il nous surprend pour en parler de manière subjective. Ça c'est bon, ça c'est pas bon, et il argumente pourquoi, mais avec un humour irrésistible.
Alors cet homme est critique d'art, il est passionné par son sujet et ça se sent, mais c'est aussi un showman. Il prend son public par le collet, l'interpelle et ne le lâche pas. On peut dire qu'il atteint pleinement son objectif, nous faire réfléchir, nous en mettre plein la vue et nous émerveiller avec tous ses chefs-d'œuvre. Donc je vous le recommande, c'est brillant et drôle, ça s'appelle L'histoire de la peinture en moins de 2 heures et ça se joue au théâtre de l'Atelier. Vous l'avez vu, Yvan ? Non, je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu Ça parler. peut Et être effectivement, il paraît que ça marche très bien. Et que c'est très drôle. Alors dans un tout autre registre, j'ai beaucoup aimé Mademoiselle Chanel en hiver au théâtre de Passy. Alors c'est un bijou d'écriture. L'histoire se déroule dans un palace suisse où Coco Chanel a été exfiltrée après la guerre en compagnie de son ami Paul Morand pour fuir l'épuration, car on lui reprochait une collaboration horizontale, compte tenu de sa liaison amoureuse avec un officier allemand. Nous sommes donc en hiver 1946 et Mademoiselle Chanel commence à dicter ses mémoires au futur académicien Paul Morand. Alors les dialogues sont brillants, drôles, mais cyniques à souhait. On rit beaucoup, parfois on rit jaune, car ce sont 2 monstres de cynisme, de cruauté. Et Coco Chanel est interprétée par Catherine Siol, formidable dans ce rôle, et c'est Christophe Barbier qui enfile le costume de cet écrivain antisémite et raciste qu'était Paul Morand. Alors en revanche, il y a une chose qui m'a étonnée. Mademoiselle Chanel est dans cette pièce un personnage très drôle et plutôt sympathique. Alors pour une antisémite notoire, cela m'a paru étrange. J'ai eu la chance d'interviewer l'auteur de la pièce, Thierry Lassalle, et il m'a répondu qu'en réalité, c'est l'aspect romanesque de Chanel, embarqué dans les soubresauts d'une histoire d'amour coupable et impossible, qui l'intéressait pour sa pièce, plus qu'un portrait à charge. En tout cas, c'est réussi. Je recommande aux auditeurs cette pièce piquante, bien écrite. Les très beaux décors art déco et les tenues haute couture de Mademoiselle Chanel contribuent beaucoup à sa réussite. Donc ça s'appelle Mademoiselle Chanel en hiver et ça se joue jusqu'au mois de juin au théâtre de Passy, une très jolie bonbonnière où l'on se sent très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois, Yvan Kalberac, d'avoir participé à cette émission. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles rencontres. Au revoir.